J'ai été coupé au milieu d'une phrase, enfin j'ai été coupé, je me suis coupé, c'est sans doute moi qui ai appuyé sur arrêter sans m'en rendre compte. Je pense néanmoins, après avoir écouté, que la fin de la phrase était compréhensible et je reviens donc là où j'en étais, c'est-à-dire que en fait, je crois que j'avais terminé ce qui a trait à ce premier aspect de la libre critique qu'est le rejet du dogmatisme. C'est-à-dire qu'en fait, pendant ce premier quart d'heure, je n'ai rien dit de plus que ce que j'avais dit la semaine dernière. Mais il y a un deuxième aspect que Popper inclut dans ce qu'il appelle le caractère public de la méthode scientifique et que, me semble-t-il, on peut aussi rattacher à cet aspect de libre critique, c'est cette idée que les scientifiques essaient d'éviter de parler de manière ambiguë, de manière floue. Je n'arrive pas à retrouver mon dictionnaire, mais il me semble bien que j'avais noté que c'était ce que signifiait le atroce purpose qu'il y a ici dans le texte anglais. Et Popper précise tout de suite, je rappelle au lecteur que je parle des sciences de la nature. Le passage que je vous ai donné, oui, c'est idiot, je montre du doigt mon écran, mais vous ne pouvez pas le voir, commence par enfin vous pouvez me voir montrer du doigt, mais vous ne voyez pas l'écran, deux aspects de la méthode des sciences de la nature, et donc il rappelle qu'il parle des sciences de la nature, parce que précisément il trouve que les sciences humaines de son temps n'ont pas cette qualité qu'elle devrait avoir. Et il rajoute qu'une partie de l'économie moderne peut y être incluse, ce qui est, me semble-t-il, révélateur. Révélateur pourquoi? Parce que bon, je ne reprends pas du tout de la façon dont j'ai parlé dans la partie que j'ai enregistrée sans me rendre compte que j'avais coupé, mais peu importe. C'est révélateur, me semble-t-il, de ce que de quelque chose que ne dit pas nulle part, me semble-t-il, explicitement Popper, mais qui est quand même très implicite dans ses propos, c'est la nécessité des mathématiques pour une véritable science. Alors, non, en fait, je me trompe un peu, puisqu'on aura l'occasion de le voir plus tard. Pour lui, l'histoire est aussi une véritable science et l'histoire ne peut être mathématisée parce que pour lui, l'histoire est une science qui traite des faits. C'est une science essentiellement, disons, descriptive. Alors que les sciences dont il parle ici, donc les sciences de la nature qu'il prend comme modèle, l'économie moderne dont il dit qu'elle peut sur ce point être rattachée aux sciences de la nature, ce qu'il préconise pour les sciences humaines telles que, par exemple, typiquement, plus que typiquement, parce que je ne sais pas s'il en a une autre en tête, la sociologie, c'est de viser à une mathématisation. C'est la mathématisation qui permet d'éviter d'être ambigu, parce que la mathématisation nous permet clairement de dire
que ce que nous avons conjecturé a été falsifié ou non. Je prends, j'espère que ce n'était pas dans la partie que j'ai enregistrée, mais dans celle qui a sauté, l'exemple anti-marxiste cher à Popper. Les marxistes, se prétendant scientifiques, disent que la révolution prolétarienne et le triomphe du communisme est inéluctable, mais quand on leur dit où est votre science, la révolution prolétarienne n'est toujours pas intervenue, le communisme n'est toujours pas arrivé depuis le temps que vous l'attendez, ils répondent mais attendez, ça va venir, nous avons dit que c'était inéluctable, nous n'avons pas donné de délai. Mathématiser, c'est notamment justement donner des délais. Non pas dire la révolution prolétarienne est inéluctable, mais la révolution prolétarienne arrivera dans une période comprise entre 80 et 120 ans, par exemple. Je prends l'exemple au hasard, j'aimerais bien, comme je ne serai plus là dans 80 ans ou 120 ans, enfin on ne sait jamais, j'essaie par moments de me convaincre que les transhumanistes ont raison, mais je n'y arrive pas, donc j'aimerais bien qu'elle arrive avant. Malheureusement, je n'y crois pas trop non plus. Passons, c'est une autre histoire. Donc les scientifiques essaient d'éviter de parler de manière ambiguë. Quand on emploie les mathématiques, on donne des nombres, et quand on donne des nombres, on facilite les mesures qui permettent de falsifier ce que vous avez conjecturé. C'est en mettant ma feuille en face de la caméra que je me suis rendu compte que je m'étais arrêté d'enregistrer pour indiquer que le qualitatif est quelque chose de beaucoup plus discutable que le quantitatif. Bon, bien sûr, si je vous dis que cette feuille est rouge, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que je dis absolument n'importe quoi, et donc là j'ai un jugement qualitatif qui peut facilement être falsifié. Mais en revanche, par contre, ce qui est écrit dessus, on pourrait dire que c'est rouge, mais je parle bien de la feuille. En revanche, est-ce que cette feuille est bleue? Est-ce qu'elle est verte? Je dois avouer que je suis bien incapable de le dire. Quand je regarde la feuille directement, elle me paraît plutôt verte, à moins qu'elle ne soit un peu jaune, mais quand je la regarde sur l'écran de mon ordinateur, telle peut-être que vous la voyez, elle me paraît bleue, et il y a, alors ce n'est pas pour dire qu'il ne pourrait pas y avoir une feuille clairement verte ou clairement bleue ou clairement jaune, mais assez souvent, quand on est dans le qualitatif, le discours peut très facilement être flou, et on peut plus facilement s'arranger pour dire que l'on a raison. Oui, pour se convaincre que l'on a raison, ce n'est pas forcément une question de mauvaise foi, c'est aussi une question éventuellement d'auto-aveuglement. Donc on peut plus facilement se convaincre que l'on a raison quand on est dans le qualitatif que quand on est dans le quantitatif. Donc même si Popper ne le dit pas explicitement, cette propriété des scientifiques d'éviter
de parler de manière floue, de manière ambiguë, me semble assez profondément lié, au moins disons dans les sciences qui visent à donner des lois, c'est-à-dire la plus grande part des sciences, me semble-t-il, sauf l'histoire en tant qu'elle est établissement de faits, c'est cette intervention des mathématiques. Et donc il y a cette idée implicite, me semble-t-il, chez Popper, qu'une bonne science doit être mathématisée, mais il ne l'impose pas, il dit simplement que les scientifiques essaient d'éviter de manière floue, de manière ambiguë. Alors on peut trouver contestable l'exemple qu'il prend de l'économie moderne et trouver que ça montre bien, je le pense parfois, que c'est un salaud d'ultralibéral, mais de notre côté, il faut aussi contextualiser le moment où il écrit La société ouverte et ses ennemis, c'est vers la fin des années 40. À ce moment-là, l'économie libérale commence à peine à se mathématiser et quand il inclut une part de l'économie moderne dans cette bonne méthode de précision que l'économie partage avec les sciences de la nature, on peut voir ça peut-être plus comme un espoir que l'on aurait pu partager que comme une description. Il y a pour lui vraisemblablement cette idée que, en se mathématisant, l'économie moderne va nous permettre enfin de pouvoir faire des mesures, de pouvoir faire des conjectures sur l'avenir et de pouvoir ainsi se mettre au risque de la falsification. Donc, elle se donne les moyens d'être une véritable science, de procéder de manière véritablement scientifique. Il me semble en fait, et après tout peut-être Popper serait-il d'accord avec moi, que dans son développement, l'économie libérale n'a pas répondu à cet espoir de Popper. En fait, assez largement, le discours des économistes libéraux maintenant, même s'il s'appuie toujours sur le calcul, quand on ne voit pas venir les bienfaits qu'ils nous promettent, c'est le discours même que Popper reprochait aux marxistes. Attendez, ça va venir. C'est parce que nous n'appliquons pas suffisamment depuis assez longtemps. C'est parce que les gouvernements n'appliquent pas depuis assez longtemps nos conseils économiques ou ne les appliquent pas de manière suffisamment forte que nos prescriptions ne portent pas leurs fruits et semblent être falsifiées alors qu'elles ne le sont pas vraiment. C'est-à-dire, c'est peut-être pour ça en fait aussi que Popper ne parle pas explicitement des mathématiques, parce que malgré les louanges qu'il chante de l'économie moderne, il se rendait bien compte qu'il y a la possibilité d'utiliser les mathématiques pour une pseudo-scientificité, pour dire, vous voyez, nous faisons des calculs, donc nous sommes précis, alors que en fait on n'est pas plus précis que les gens qui ne font pas de calcul. Éviter de parler de manière ambiguë, ce n'est pas simplement faire des calculs, c'est
mais c'est dans la partie que je crois que j'ai manqué d'enregistrer, c'est vraiment donner des intervalles de durée quand on veut décrire des évolutions, et c'est de donner également des intervalles d'incertitude pour les grandeurs dont on veut déterminer, conjecturer l'évolution. L'exemple que je prenais, c'était l'exemple de la controverse entre l'immense majorité de la communauté scientifique à propos de la climatologie et les climato-négationnistes. L'immense majorité de la communauté scientifique fonctionne selon une bonne méthode popérienne. Ils disent, si nous ne prenons pas des mesures suffisantes, et en plus ils chiffrent ce qu'ils considèrent comme des mesures suffisantes, alors, dans une période de 20 ans, 30 ans, donc là encore, ils donnent des durées, les choses auront évolué de telle ou telle façon, mais ma façon de le dire, telle ou telle façon est ambiguë, ça pourrait laisser imaginer quelque chose de qualitatif. Non, ils sont bien dans le quantitatif. Si nous ne réduisons pas au minimum de tant pour cent la production de carbone, alors dans une vingtaine d'années, le réchauffement climatique sera compris entre tant de degrés et tant de degrés. Donc, je ne suis pas climatologue, je me contente de dire tant, c'est-à-dire que mon discours à moi est un discours complètement flou, imprécis, mais les scientifiques, eux, tiennent un discours précis, ils ne disent pas tant, ils donnent véritablement des chiffres. Alors, donc, ils sont vraiment scientifiques, ils sont dans le caractère public de la méthode scientifique que décrit Popper. Alors que les climato-négationnistes, eux, se contentent de nous dire, mais non, il y a eu de tout temps des variations dans le climat, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc, attendons, on verra bien, il va y avoir un moment où ça va redescendre. On ne peut pas dire que les autres ont raison. Donc faisons comme si ce qu'ils disaient était sans importance et attendons, vous verrez, nous finirons par avoir une bonne surprise. C'est ce sont les climato-négationnistes qui sont vraiment dans le discours non scientifique. Si j'osais, si je partageais la critique popérienne par rapport aux marxistes, je dirais que ce sont les marxistes de notre temps, mais je trouve quand même que Popper était un peu injuste par rapport au marxisme. Bon, pas par rapport à tous, mais par rapport au marxisme d'une manière générale. Donc, deuxième aspect du caractère public de la méthode scientifique, qui me semble pouvoir en fait être encore qualifié être lié à la libre critique, parce que c'est cette précision qui permet de critiquer, éviter de parler de manière floue, éviter de parler de manière ambiguë. Si j'ai pris l'exemple des physiciens et des intervalles de confiance des mesures, il faut bien comprendre, et ça serait contradictoire avec ce qu'a dit Popper que je vous ai présenté lors du dernier cours, qu'il ne s'agit pas pour autant de faire des calculs qui prétendent avoir une précision infinie. Mais il faut donner des marges d'incertitude, ce que font précisément les physiciens, ce que font
les scientifiques sérieux. Alors un autre point qui pourrait peut-être sembler contradictoire avec quelque chose que je vous ai dit au début, mais qui en fait ne l'est pas, et qui pourrait sembler contradictoire, je vous avais donné le texte même de Popper, donc on pourrait dire haha, la Popper se contredit, je crois qu'il ne se contredit pas. On avait vu au début que Popper disait, j'avais même insisté sur le fait que son expression était malheureuse, si la tour de Babel n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer, entendant par là que la pluralité des langues et même des langages, puisqu'on a une différence en anglais comme en français, est une bonne chose. Or là, il semblerait qu'ils disent un peu le contraire en faisant peut-être la différence entre langage et langue. Ils essaient très sérieusement de parler un seul et même langage, même s'ils emploient différentes langues maternelles. Donc là, on pourrait peut-être vouloir voir une contradiction entre ce langage seul et même que l'on essaie de parler et de notre côté, préalablement, la pluralité des langues qui est liée à une pluralité de points de vue que Popper juge tout à fait souhaitable. Il me semble qu'il n'y a aucune contradiction. Popper ne dit pas qu'ils parlent un seul et même langage, mais qu'ils essaient très sérieusement de parler un seul et même langage. De la même façon, quand il parlait de la pluralité des langues qui était une bonne chose, il ne disait pas pour autant qu'il fallait se satisfaire de cette pluralité des langues, que chacun devait continuer indéfiniment à parler dans sa langue sans faire attention à la langue de l'autre. L'idée popérienne, c'est que la pluralité des langues ou la pluralité des langages sont une bonne chose dans la mesure où elles traduisent des perspectives différentes sur le monde, mais il n'est pas satisfaisant d'en rester à cette idée de perspectives différentes. Là, on tombe dans le relativisme au pire sens du terme. Toi, tu as cet avis, moi, j'ai cet avis, nous sommes en désaccord, constatons que nous sommes en désaccord et n'essayons pas d'aller plus loin. Ça, c'est effectivement renoncer à tout rationalisme au sens où l'entend Popper et au sens où je l'entends quand je valorise le rationalisme. L'attitude rationnelle consiste à dire nous constatons que à partir de nos langues, nous avons des visions différentes. Essayons de comprendre en quoi nos visions s'opposent. Essayons de comprendre ce qui fait la différence entre telle et telle vision. Essayons de bâtir une langue commune qui ne sera pas exactement la vôtre, mais qui ne sera pas exactement la mienne non plus, et qui fera que nous pourrons nous entendre. C'est-à-dire que le seul et même langage des scientifiques n'est pas un donné, c'est comme la vérité pour Popper qui est un élément régulateur dont on a besoin
que l'on doit toujours essayer d'atteindre, mais que l'on ne peut jamais être sûr d'avoir. Le seul et même langage, c'est quelque chose dont on a besoin, que l'on doit essayer de construire, mais on ne peut jamais complètement on ne peut jamais complètement échapper à toute possibilité d'incompréhension, et donc il y aura toujours des désaccords qu'il faut essayer de surmonter au fur et à mesure en comprenant ces désaccords. Donc, dans les sciences de la nature, ceci est obtenu, on l'obtient. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Éviter de parler de manière ambiguë, non. Parler un seul et même langage, même dans des langues différentes. Donc, dans les sciences de la nature, on atteint cela en reconnaissant l'expérience comme l'arbitre impartial de leur controverse. Donc, reconnaître l'expérience comme l'arbitre impartial de nos controverses, c'est d'une part cet accent mis par Popper qui fait qu'il n'est pas un pur rationaliste sur l'expérience, c'est l'expérience qui tranche, c'est l'expérience qui, nous dit-il ici, nous permet aussi de nous comprendre. Pourquoi est-elle l'arbitre impartial de nos controverses? Parce que quand nous faisons une expérience, nous avons vraiment un cas simple. L'expérience, c'est ce qu'il indique tout de suite après sur ce sur quoi je vais revenir. Il faut comprendre l'expérience en tant qu'expérience scientifique, expérience bien définie. Quand l'expérience est bien définie, nous pouvons effectivement nous entendre, y compris sur les points où ne nous sommes pas entendus. C'est-à-dire que si cette même expérience me semble à moi être une réussite et vous semble à vous être un échec, c'est bien que nous ne parlons pas encore véritablement un seul et même langage, et cette expérience pour laquelle nos interprétations divergent nous sert en fait à améliorer notre langage commun, nous sert à trancher sur les points sur lesquels nous nous opposons. Donc il précise, quand je parle d'expérience, j'ai à l'esprit une expérience d'un caractère public, donc il met public entre guillemets, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, tout le monde, me semble-t-il, pourrait être d'accord avec l'emploi de l'adjectif public ici. Les expériences d'un caractère public comme les observations, je voulais indiquer, de simples observations d'étoiles ont joué un rôle important dans des controverses scientifiques. Donc il n'y a pas simplement les expériences construites, il y a des expériences qui sont de simples observations, et les expériences experiments, ce sont les expériences scientifiques, les expériences construites avec un dispositif expérimental. En fait, là, l'anglais est plus riche que le français, puisque
Popper dit quand je parle d'expérience, et il reprend après par quelque chose que l'on peut traduire aussi en français par expérience, mais il y a en anglais deux termes différents, experience et experiments. Donc experiments, ce sont les expériences scientifiques. Et les expériences scientifiques sont opposées à l'expérience, mais sont aussi des expériences en anglais et d'ailleurs en français aussi. Les expériences scientifiques euh, s'opposent à l'expérience dans le sens d'expériences de caractère plus privé, que ce soit des expériences esthétiques ou des expériences religieuses. Ce sont du moins les deux exemples que prend Popper. L'expérience que l'on fait en regardant une œuvre d'art n'est pas justiciable d'un traitement scientifique parce que elle ne peut pas être quantifiée. Remarquez, je m'interroge avec les développements de la psychologie. Ne pourrait-on pas maintenant mettre des électrodes dans la tête des gens et leur présenter et leur présenter un certain nombre d'œuvres d'art pour mesurer la réaction des gens à tel ou tel type, et on pourrait ainsi donner en fait un caractère public à l'expérience esthétique. Mais au temps où Popper écrit, il ne pense pas à ça, on ne pense pas encore à ça, et il voit l'expérience esthétique comme étant quelque chose qui relève essentiellement du domaine privé, donc qui ne peut pas être soumise qui ne peut pas être soumise à un jugement de nature scientifique. En somme, l'esthétique pour Popper ne peut pas être une science. La religion non plus. Quelqu'un qui a une expérience mystique, quelqu'un qui parle directement à Dieu, il ne nous présente pas, voilà, Dieu est là. Non, c'est quelque chose qui est ressenti directement, qui n'est pas partageable, qui n'est pas d'un caractère public. Donc, la religion ne peut pas rentrer aussi dans le domaine des sciences selon Popper. Et on a là des expériences qui sont de nature privée, et ce qui est intéressant pour les sciences, ce sont des expériences publiques. Une expérience est publique si tout le monde, si tous les gens qui en prennent la peine peuvent la répéter. Bon, j'ai déjà largement discuté cette question de la répétabilité des expériences dans la séance précédente. Je n'y reviens donc pas maintenant. Afin d'éviter de parler de manière ambiguë, les scientifiques essaient d'exprimer leur théorie sous une forme telle qu'elles peuvent être mises à l'épreuve, c'est-à-dire réfutées ou falsifiées selon les traductions. Je viens au fait d'acheter une traduction récente de Popper, des écrits de jeunesse de Popper que je n'avais pas encore lus. Dans cette traduction récente, le traducteur emploie le terme falsifié.
ce qui montre au minimum que la controverse entre est-ce que la bonne traduction du falsifié anglais pour falsifier, est-ce que la bonne traduction c'est falsifier ou est-ce que le Popper emploie un anglais falsifié parce qu'il ne connaît pas l'anglais et au moment où il commence à écrire un anglais, est-ce qu'on ne ferait pas mieux, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de dire un anglais réfuté et est-ce qu'on ne devrait pas en français dire réfuté. Donc l'idée pour l'instant c'est plutôt enfin l'idée du traducteur, ça ne veut pas dire que c'est unanime, mais le terme falsifié n'est manifestement pas abandonné. Donc dans ce texte, la société ouverte et ses ennemis, je ne me souviens plus, mais en fait il n'est pas très loin de moi, je peux vérifier, je l'ai lu dans le texte anglais parce que l'anglais pour moi c'est plus facile. Est-ce que Popper l'a écrit en anglais ou est-ce qu'il l'a écrit en allemand et est-ce que le texte anglais est traduit de l'allemand? Non, c'est un texte. Je ne vois pas de nom de traducteur. Donc, la société ouverte et ses ennemis, c'est bien un texte que Popper écrit en anglais. Donc en anglais, à ce moment-là, vous voyez, c'est Popper lui-même qui emploie le terme réfuter et pas falsifier, ce qui pourrait suggérer que peut-être finalement il faudrait adopter réfuter, mais il y a toujours donc controverse sur la question. Réfuter ou autrement corroborer. Oui, je ne sais pas si j'avais bien insisté là-dessus. Donc pour Popper, ça j'ai insisté, on ne peut jamais vérifier une théorie scientifique, mais par contre, quand une théorie scientifique, quand une hypothèse scientifique qui aurait pu être falsifiée ne l'a pas été, le terme qu'il emploie, c'est dire qu'elle a été corroborée. On a, disons, une raison de plus de lui faire confiance, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle est plus vraie. Dire qu'elle est plus vraie, ça serait rentrer dans de l'inductivisme que Popper rejette complètement. Donc là, on avait un texte tiré de la société ouverte et ses ennemis qui nous parlait donc des sciences de la nature, mais qui parler des sciences de la nature, en fait, c'est quand même, il me semble, assez implicite ici, dans le but de donner des conseils aux sciences qui ne sont pas des sciences de la nature. C'est-à-dire que les sciences humaines doivent avoir ces mêmes caractéristiques que Popper valorise dans les sciences de la nature, ce qu'il résume sous le terme de caractère public de la méthode scientifique et que donc il divise en deux. La libre critique, il ne doit pas y avoir d'orthodoxie, et la précision, l'absence d'ambiguïté, mais parler d'absence d'ambiguïté n'est pas très bon, la précision c'est meilleur parce que précision ça renvoie vraiment à l'idée d'intervalle de mesure, alors que pas d'ambiguïté ça voudrait dire pas d'ambiguïté du tout. Pas d'ambiguïté du tout, c'est impossible et Popper a bien conscience que c'est impossible. Il s'agit de réduire autant que possible les ambiguïtés, d'être aussi précis que possible, comme le font donc les sciences de la nature. Je continue en lisant mes notes. Alors simplement là, je vois quelque chose que je vous ai déjà dit avant la lecture du passage.
Pour Popper, il ne peut donc y avoir de science révélée, puisque la révélation n'est pas quelque chose qui se prête à une libre critique. Donc pour Popper, Robinson Crusoe ne peut être un scientifique. Je vous avais dit en quoi là-dessus je n'étais pas d'accord avec lui, mais en quoi mon désaccord n'est pas un désaccord de fond, ne me semble pas être un désaccord de fond. Pour moi, Robinson Crusoe peut être un scientifique parce que Robinson Crusoe a l'idée régulatrice de la société qui le rejoindra un jour. Robinson Crusoe espère bien qu'il sera tiré de son île. Donc même s'il ne peut pas en acte partager ses recherches, il le fait dans l'idée de les partager un jour ou l'autre, et il peut adopter une démarche véritablement scientifique, même si, en fait, c'est un peu comme le chat de Schrödinger, qui est à la fois vivant et mort, qui ne devient vivant ou mort que lorsqu'on ouvre la boîte de Schrödinger. Le travail de Robinson Crusoe est à la fois scientifique et non scientifique, mais il a la possibilité de devenir scientifique une fois que Robinson Crusoe est sauvé et qu'il peut quitter son île. Donc il y a une opposition, disais-je, entre science et révélation. En revanche, il n'y a pas véritablement pour Popper d'opposition entre science et mythe. Alors là, j'exagère un peu. Disons que l'opposition entre science et mythe pour Popper n'est pas aussi nette que ce que pourrait l'imaginer d'autres, que ce que peuvent considérer d'autres qui opposent clairement et radicalement les théories scientifiques à des mythes. Euh, Popper a écrit, c'est dans le réalisme et la science, en fait c'est à la suite de la toute première citation que vous avez en page 1, j'aurais dû penser à l'imprimer, je le ferai si je reprends ce cours. Les théories scientifiques se distinguent des mythes uniquement par ceci qu'elles sont critiquables et modifiables à la critique. Donc en fait, c'est toujours cette même idée, ce n'est pas tant une différence de contenu qu'il y a entre la science et le mythe, ou entre la science même et la religion, c'est une différence d'attitude. Une théorie scientifique peut être critiquée, peut être modifiée par la critique. Un texte religieux ne peut pas être critiqué. La Bible, c'est le message divin. On ne peut pas critiquer la Bible. On peut dire, nous l'avons mal compris, mais le texte en lui-même est incritiquable. Une théorie scientifique est-elle toujours critiquable? Mais en même temps, cette idée de distinction entre les théories scientifiques et les mythes va me permettre de rentrer un peu dans le lien entre science et société ouverte, c'est-à-dire finalement de voir le lien entre l'épistémologie de Popper et sa philosophie
politique, parce que la conception qu'il a de la société ouverte et par opposition de la société close, de la société fermée, c'est une différence qui euh, qui est une différence bien sûr sociologique. Il est question de société, mais qui est aussi une différence fondamentalement politique. Il faut préférer les sociétés ouvertes aux sociétés fermées. Il faut préférer les sociétés ouvertes aux sociétés closes. Donc il y a dans la conception popérienne un aspect, disons, sociologique descriptif, mais il y a aussi un aspect politique normatif. Donc c'est ce que nous verrons dans la deuxième heure d'enregistrement que je ne vais pas réaliser tout de suite, parce que vous, ça ne fait, si vous avez écouté les deux enregistrements à la suite, que 58 minutes que vous m'écoutez, mais moi, donc j'ai fait une erreur de manipulation, ça fait 1 heure et quart que je parle pratiquement sans m'arrêter, et j'ai besoin de souffler un moment. Donc la suite dans un autre enregistrement bientôt. Si je traîne un peu trop, vous pouvez d'ailleurs déjà essayer de me poser des questions entre le premier enregistrement et le deuxième, mais à mon avis, il n'y aura pas un gros intervalle de temps entre les deux enregistrements. Voilà, donc la suite très bientôt de toute façon.